la déportation des Irlandais dans les Caraïbes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, un jeune auteur engagé et un passionné d'histoire. J'ai remarqué sur la chaîne YouTube depuis quelques temps que les sujets que j'aborde concernant les traites ont quand même pas mal de succès. Suite à cela, je m'étais posé la question de savoir si j'écrivais un essai qui s'appellerait Atlas des traites humaines afin que l'on puisse ensemble traiter les différentes traites qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet très peu connu, très peu abordé du moins, et on va s'intéresser à la traite des Irlandais dans les Caraïbes. Reste avec moi si tu veux en savoir plus. Au XVIIe siècle, l'Irlande est dominée par l'Angleterre. Une population pauvre, catholique, est considérée comme rebelle. Dans le même temps, l'Empire britannique développe des colonies dans les Caraïbes. Le sucre enrichit l'Empire, mais il manque de la main-d'œuvre. La solution est trouvée. Des Irlandais sont déportés vers les Caraïbes, par la force, par la loi et par des contrats imposés. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une politique coloniale mise en œuvre par l'Empire britannique. Cette histoire est peu connue, ou je dirais plutôt pas très abordée, mais ses traces existent encore aujourd'hui, notamment à travers la Saint-Patrick, qui est toujours célébrée. Comprendre cette déportation, c'est comprendre l'Empire britannique, mais c'est aussi comprendre que dans l'histoire de l'esclavage, beaucoup de populations ont été soumises à la traite. Comme je l'ai dit dans l'introduction, au XVIIe siècle, l'Irlande est sous l'emprise de l'Empire britannique. Ce n'est pas du tout une alliance, mais bel et bien une conquête exercée par l'Empire britannique sur la population irlandaise. Les terres sont confisquées et les habitants sont déplacés. Les Irlandais sont majoritairement catholiques et le pouvoir anglais, lui, est protestant. La méfiance est totale. En 1641, une grande révolte éclate. Elle est écrasée. À partir de 1649, Oliver Cromwell mène une répression massive. Il y aura des villages détruits, des exécutions et des déportations. Une partie de la population est capturée, prisonniers de guerre, civils, femmes et enfants. Ces Irlandais deviennent une population déplaçable et l'Empire britannique a donc trouvé une ressource humaine. Au fur et à mesure du temps, l'Empire britannique s'étend. Les Caraïbes deviennent centrales, sucre, tabac, plantation, mais la main-d'œuvre manque, bien que les populations africaines sont envoyées dans les Caraïbes aux alentours des années 1500. L'Angleterre fait donc un choix politique. Ce sont les Irlandais capturés qui seront déportés dans les Caraïbes. Ce n'est pas une migration, mais c'est plutôt une décision impériale. Plusieurs statuts existent: prisonniers de guerre, condamnés ou encore engagés de force. Les départs se font par les ports britanniques et les destinations principales, ce sont la Barbade, la Jamaïque, Montserrat ou encore Antigua. La déportation va donc permettre deux choses en faveur de l'Empire britannique. Premièrement, vider l'Irlande de ses populations jugées dangereuses. Ensuite, alimenter les colonies en main-d'œuvre bon marché. Le système est légal, administré et rentable. Et donc la machine coloniale de l'Empire britannique sur les Irlandais est en marche. La traversée de l'Atlantique commence, les conditions sont dures, manque de nourriture, maladies, violence. La mortalité est élevée, les Irlandais arrivent affaiblis, sans ressources et sans choix. À l'arrivée, ils sont vendus comme engagés, leur liberté est suspendue, il y a des contrats qui sont générés qui durent de 5 à 7 ans et souvent ces contrats sont prolongés de force. Le travail est pénible dans les champs à canne, les moulins à sucre, les punitions sont réelles, les femmes sont particulièrement exposées. La promesse de liberté existe sur le papier, dans la réalité elle est souvent repoussée et la déportation va continuer. Dans les Caraïbes, la société est strictement hiérarchisée. Au sommet, nous avons les colons britanniques. En dessous, les engagés européens, dont les Irlandais. Et au fond, les Africains noirs, réduits en esclavage. Les Irlandais travaillent dur, ils sont considérés comme remplaçables. Leur statut est juridiquement différent de l'esclavage, mais la violence est réelle. Ils servent souvent de tampon social entre colons et esclaves africains et l'Empire britannique va mettre en place une politique du diviser pour mieux régner. Le système colonial repose sur cette séparation. Les Irlandais restent dominés, mais intégrés à l'ordre impérial.
On voit donc que tous les esclaves ne subissent pas le même sort. Les Irlandais déportés sont des engagés forcés, ils ne sont pas juridiquement des esclaves. Leur servitude est limitée dans le temps, inscrite dans un contrat, il n'y aura pas donc de transmission héréditaire. En revanche, les Noirs africains qui sont esclaves dans les Caraïbes, ils sont considérés comme des biens, leur statut est à vie, héréditaire et basé sur la race. La différence est donc fondamentale. Un Irlandais peut en théorie être libéré et un esclave africain ne le peut pas. Cette hiérarchie est voulue, organisée et même légale. Elle permet de diviser les dominés, d'éviter les alliances et de stabiliser l'ordre colonial de l'Empire britannique. Certains Irlandais sont utilisés comme surveillants, d'autres sombrent eux-mêmes dans la misère, mais la frontière juridique reste claire. Ce système ne met pas les souffrances en concurrence, il explique comment l'Empire a structuré la domination. Avec le temps, la logique coloniale va évoluer. Les plantations s'agrandissent et le sucre devient central. L'Empire britannique privilégie une autre main-d'œuvre, la traite atlantique africaine s'intensifie, l'esclavage devient plus rentable, plus stable et surtout à vie. Le recours aux engagés européens diminue, les déportations d'Irlandais ralentissent, certains Irlandais terminent leur contrat, ils restent sur place, ils s'installent. D'autres meurent d'épuisement, de maladies ou encore de violences exercées par les colons britanniques sur les populations irlandaises déportées dans les Caraïbes. Peu à peu, l'histoire disparaît des archives visibles. Elle est absorbée par le récit impérial, mais les traces demeurent dans les noms, dans les communautés et dans les mémoires locales. On a déjà tous plus ou moins entendu parler de la Saint-Patrick. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Saint Patrick n'est pas irlandais d'origine. Il naît au 5e siècle en Britannie romaine. Adolescent, il est capturé et déporté en Irlande comme un esclave. Il vit plusieurs années, il s'y échappe, puis revient volontairement. Son rôle est spirituel, puisqu'il va participer à la christianisation de l'Irlande, à la structuration de l'église irlandaise, mais aussi à une unification culturelle. Saint Patrick devient un symbole identitaire, pas un conquérant, pas non plus un colonisateur. La Saint-Patrick est donc célébrée le 17 mars, qui commémore la mort de cet homme. À l'origine, c'était donc une fête religieuse, affirmation de l'identité irlandaise et résistance culturelle face à la domination anglaise. Avec la colonisation et les déportations, les Irlandais quittent leur île. La diaspora se forme, Europe, Amérique, Caraïbes, et la fête voyage avec eux. Dans les îles, la mémoire irlandaise est encore visible. Exemple majeur, à Montserrat, colonie britannique, forte présence irlandaise au XVIIe siècle, surnommée l'île Émeraude des Caraïbes, faisant référence au vert. La Saint-Patrick qui est toujours célébrée, parfois associée à des révoltes d'esclaves, parfois à la mémoire coloniale, la fête devient un véritable marqueur historique. Aujourd'hui, la Saint-Patrick est mondiale, culturelle, festive et commerciale. Mais derrière le vert et les symboles, une histoire de déportation, d'exil et de domination impériale. La fête est restée, mais l'histoire, elle, est souvent oubliée. Avec le temps, les populations vont se mélanger. Les Irlandais avec les Africains, les sociétés caribéennes deviennent créoles. Le métissage n'est pas un choix libre, il est souvent imposé par la domination, par la violence et par la survie. Des Irlandais libérés s'installent, certains deviennent petits propriétaires, d'autres se fondent dans les classes populaires et leur héritage reste visible aujourd'hui dans les différents noms de famille qui peuvent être présents dans les Caraïbes. O'Brien, O'Connor, McCarthy, Murphy, Doyle, Kelly, Ryan ou encore d'autres noms de famille à consonance irlandaise. Ces noms sont particulièrement présents dans les îles de Montserrat, de la Jamaïque, à la Barbade ou encore à Antigua. Montserrat reste néanmoins l'exemple le plus parlant. C'est une île marquée par une forte identité irlandaise avec les drapeaux, les symboles, les fêtes et la Saint-Patrick y est même un jour férié. En Jamaïque, plusieurs familles portent encore des noms irlandais, souvent métissés, souvent intégrés à la culture locale. Dans les Caraïbes anglophones, ces noms sont souvent devenus même caribéens. Mais l'héritage irlandais ne s'arrête pas au nom, il est présent dans la musique, dans certaines traditions rurales, dans la langue créole et dans les récits familiaux. Il est souvent dilué, absorbé par l'histoire coloniale dominante. Voilà ce documentaire apporté d'une façon la plus simple possible concernant la déportation des Irlandais dans les Caraïbes. Si vous êtes intéressé par l'écriture de l'essai Atlas des traites humaines, je vous laisse me le dire en commentaire. Le but ce serait qu'on travaille ensemble à voir les différents sujets qu'on pourrait aborder
et lorsqu'il sera en rédaction, je vous tiendrai informé de l'avancée jusqu'à sa publication. Pour le moment, je suis un auteur indépendant, donc je n'ai pas signé avec de maison d'édition. Je fais tout seul via Amazon KDP. Et donc, si demain le livre vient apparaître, il sera disponible uniquement sur Amazon dans un premier temps. Mais si on fait un bon travail ensemble, ce livre pourra se retrouver auprès de maisons d'édition et pourrait être commercialisé dans des grandes enseignes telles que la Fnac ou encore dans les librairies par exemple. N'hésite pas à commenter, à partager, à liker, de me dire en commentaire si toi tu connaissais l'histoire des Irlandais déportés dans les Caraïbes. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire.